Quand le met au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est jeudi, c'est Passe ton ballon. Très très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de cette saison 3 de votre rendez-vous foot et OM, plus tellement hebdomadaire, vous le savez. Alors si vous êtes sur Twitch, vous voyez ce magnifique décor. Et j'en profite de le faire tout de suite parce que je sais que je vais oublier. On remercie Elias des remplaçants qui nous a fait ce magnifique décor. Superbe visuel, donc merci Elias, on sait que des fois tu nous écoutes et tu es venu même nous voir dans l'émission, donc un grand merci à toi et allez checker le travail des remplaçants, c'est du très très bon travail. Comme chaque semaine, eh bien, je suis évidemment entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui, contrairement à ce qu'ont pu croire certains tweetos, n'a pas souhaité faire une émission cette semaine car attiré par l'odeur du sang provoquée par la défaite de mardi soir, mais simplement parce que vous lui manquez un petit peu. Salut Idriss. Salut Mathieu, salut à tous. Franchement, vu, les gens ils te connaissent, hein, direct ils ont vu défaite et qu'on faisait l'émission 2 jours après, ils ont dit ah ça c'est Idriss. Le pire c'est qu'on l'a décidé la semaine dernière en disant pas d'émission cette semaine, on la fait jeudi prochain. Et ça arrive le moment où en fait on avait décidé ça mardi soir et il y a eu 2 défaites en une semaine, en 3 matchs. On porte la guille. C'est incroyable. Et donc tout le monde a fait le rapprochement avec toi et ton avidité pour les jours sombres de l'OM. Qu'est-ce qu'on aime ces moments-là. Avec nous également, le dernier homme sur Terre à avoir employé le mot swag, puisqu'il a utilisé pas plus tard qu'hier soir. Bonsoir. Bonsoir Mathieu, c'était vraiment pour énerver Idriss et t'as vu, ça a marché. 30 secondes, ça a marché. Ça a marché. Et justement, quand Idriss a envoyé les nouveaux visuels dans notre conversation, on a dit oh, très propre et tout stylé. Avant, on envoyé un petit swag et Idriss s'est énervé par message interposé. Il y a des mots-clés comme ça qui font réagir. Ça m'a pris 10 secondes pour lui envoyer je te déteste. Oui. Mais est-ce que tu le détestes vraiment? Franchement, un petit peu. Je pense qu'il y a une part de moi. Parce que maintenant, on se connaît depuis tellement longtemps. Il m'en veut parce que je lui crée dessus lors du dernier match de FSGT. C'est bon. Ça. Ah oui, frère, attends, une victoire 9, on gagne 9-0. J'ai le malheur de prendre le 9-1 parce que je rigole avec mes coéquipiers, cohésion d'équipe. Et t'as l'autre là-bas, Joe Dalton sur le banc. Et voilà, tu fais le con, on prend des buts de con. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Joe Dalton. Bah oui, ma foi. Là. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y avait 5-0 à ce moment-là. Les gars, avant de vous charger, laissez-moi quand même finir ma présentation. Il y en a un qui parle pas. Plus oui, il est toujours fidèle au poste. C'est un précurseur, puisqu'on rappelle, il n'est autre que l'homme à l'origine du courant balerdo-sceptique qui fait de plus en plus d'élus. Bonsoir Merwan. Bonsoir à tous. Énorme fierté d'être présenté de la sorte parce que taxé de toutes les injures, taxé de toutes les critiques, j'ai tenu bon grâce à ma lucidité, grâce à ma science de l'observation. Aujourd'hui, le balerdo-scepticisme va faire loi et j'en suis très content. Bonsoir à tous. Grand plaisir. Plaisir partagé, hein, évidemment. Et tu sais que moi, j'étais en premier wagon, première voiture de ce train du balerdo. Pas du balerdo-scepticisme. Moi, j'étais. Balerdo-optimisme. 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 Voilà, c'est ça. Et il se trouve que je suis en passe de descendre là. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais franchement ça va être compliqué. Les gars, franchement, moi j'aimerais bien, je vous l'ai déjà dit à une entreprise, j'aimerais bien qu'ils réussissent, mais encore contre Francfort, c'était dur. Mais c'était dur. Ouais. C'était dur. Et la légende, tu décales un joueur de 5 mètres, il sait plus défendre. Je n'y adhérerai jamais. Voilà. On va en parler de Balerdi, de la défense, on va parler de plein de choses. Mais avant ça, je salue Max Vandrel qui nous dit elle s'arrête quand la musique d'ascenseur, on veut vous entendre. Eh bien écoute, cette belle musique d'ascenseur, c'est toi Idriss qui l'a trouvé je sais pas où. Mais merci d'être là, hein, Maxime. J'ai tapé musique hip-hop libre de droit sur YouTube. Maxime, qui on rappelle est l'auteur de cet excellent livre sur la génération 1987 qu'on avait reçu dans une très bonne émission que vous pouvez écouter puisqu'elle est intemporelle. N'hésitez pas, elle est dispo en replay sur Spotify, partout. Et lisez le livre de Maxime qui est excellent. Le livre est incroyable. Il est sur la bibliothèque là, il est sur ma gauche. Le livre est incroyable, mais l'émission, et j'en fais mon complet mea culpa, est un peu énervante puisque c'était la première des émissions en distanciel qu'on avait faite. Et j'avais mal réglé le son, je m'étais mal. Elle est inécoutable aujourd'hui, je m'en veux terriblement parce que c'est une des meilleures. Et Axel qui nous dit, on salue Axel, fidèle au poste aussi, et qui nous dit en rapport avec la musique d'ascenseur, Amaya aurait choisi R&B de rue de Matt Houston. Ça me fait... c'est vraiment pour un mec des années 2000. Franchement, quand j'étais minot, Matt Houston, j'écoutais, c'était pas mal. Oui, bon, le match de mercredi. Faut pas déconner quand même. Un programme très chargé aujourd'hui, puisque on s'est pas parlé depuis un mois. Début août, on était début août après OM Reims. Après la première journée.
Ouais, exactement. Après la victoire contre Reims, on va revenir sur ce début de saison en fanfare, quasi inespéré, on en parlera. On va évoquer les points forts, les points faibles de cette OM version Igor Tudor, le Tudor Ball, qui est pour le moment, disons-le, plutôt plaisant, plutôt enthousiasmant. On parlera évidemment individualité, en s'arrêtant sur certains cas individuels qui interrogent, d'autres qui ont convaincu, et puis on essaiera de se projeter sur les semaines à venir, et notamment cette campagne de Ligue des Champions, les gars, qui, contrairement au championnat, a mal débuté, mais ça, bon, on commence à être habitué. Bref, il y a énormément de choses à dire, donc sans plus tarder, passe ton ballon, saison 3, épisode 2, c'est parti, Idriss, jingle. On va revenir, les gars, sur ce début de saison, puisque, comme je le disais, on ne s'est pas parlé depuis un mois, depuis cette victoire, cette belle victoire contre Reims qui avait parfaitement lancé la saison. Eh bien, ça s'est plutôt bien poursuivi juste après. Hein. On a vu de beaux matchs, de belles victoires. Alors, ça s'est moins bien passé en Ligue des Champions, on y reviendra un peu plus tard, mais on va d'abord se focaliser sur le championnat. Et vous connaissez, j'aime bien lancer les débats avec une petite question qui taquine. Et c'est un peu la spéciale dans cette émission. Elle revient de temps à autre depuis 3 saisons quand l'OM a une bonne période. J'ai envie de vous demander, les gars, est-ce qu'on joue le titre? Normalement, on attend 5 ou 6 émissions pour la faire, mais vu que cette On année, s'entend pas. mais vu que cette année, on va en faire moins des émissions, on est obligé Elle d'avancer arrive nos marronniers. épisode 2. Voilà, on est obligé d'avancer nos marronniers. Donc ouais, l'OM joue le titre. Et tu sais, c'était, faut rendre à César ce qui est à César, Romain Herring, qui avait dit ça le soir de, que je dise pas de bêtises, le soir de Clermont. Ça faisait 5 victoires, 4 victoires en 5 matchs. Et il a dit, les gars, je pose sérieusement la question, est-ce que l'OM joue le titre? Et j'avais pouffé de rire. On joue le titre jusqu'à mi-octobre, voilà. Après, Ouais, c'est ça. Je pense que ça sera trop tard. Je crois qu'on l'avait dit, c'est la saison Covid, quand on démarre bien, oui, qu'on gagne à Paris et tout, on ouais, l'avait oui. dit. Ouais. On l'avait dit, ouais. Malheureusement, on l'avait dit. Après, ça a été la catastrophe, oui. Non, mais les gars, sérieusement. On fait l'émission l'OM joue le titre, 2 mois après, il y a des Cypri qui brûlent. Donc, bon. C'est vrai, mais c'est vrai qu'on avait porté la gaine. J'aurais peut-être pas dû poser cette question. C'est con. Non, mais les gars, sérieusement, de voir l'OM en tête, du co-leader de Ligue 1 avec le PSG à la mi-septembre, c'était quand même un peu inespéré, on va pas se mentir. Même si on avait parlé un petit peu après cette victoire dès la première journée face à Reims, franchement, les gars, c'était quand même difficile de s'attendre à ça, non? Oui, vu le très gros point d'interrogation qu'il y avait à la fin du mercato, parce que même si sur le papier, selon moi, intrinsèquement, l'équipe est meilleure, même si l'effectif a été mal constitué sur certains postes, mais on va en revenir plus tard, il y avait quand même un gros point d'interrogation, donc ça se goupille bien comme ça dès le début de la saison. Oui, il y en aurait très, très, très peu. J'aurais misé sur ça, honnêtement. Je ne sais pas ce qu'en pensent les copains, mais en tout cas, moi, j'étais un peu sceptique. Complètement, je pense que tu fais bien de souligner quelque chose, le fait qu'il y avait un énorme point d'interrogation sur Igor Tudor. On ne savait pas trop que ce soit justement le véritable niveau de l'entraîneur, plus les 12 arrivées, je crois, 12. Quelques départs assez importants. Après, bon, tu n'as pas non plus le calendrier le plus dur du monde qui te force à être à 100% d'entrée. Mais quand même, 19 points sur 21, c'est quand même super solide. Et bon, après le PSG, tu les affronteras 2 fois dans la saison. On ne peut pas dire que tu joues le titre parce que 19 points sur 21, une série de 7 matchs, c'est pas forcément hyper représentatif. Mais ça commence au moins à donner le ton, ne serait-ce que pour s'imposer sur le podium. Donc on verra bien, mais bon, c'est quand même un peu prématuré. Je pense que tu le sais très bien en nous titillant avec cette question. Idriss? Hop, j'allume mon micro. Écoute, j'ai pas grand chose de plus intéressant à dire que ce qui a déjà été dit par mes compères. Je suis plutôt d'accord avec Merwan, le calendrier est très favorable parce que les 2 vraies grosses équipes que tu as eu à jouer. Allez, j'enlève Lille. C'est vrai, Lille c'est un gros match, on l'a gagné, tant mieux. Mais les 2 équipes que tu avais à jouer qui étaient Nantes et Nice, tu les as pris au meilleur moment parce qu'elles étaient encore en rodage, elles étaient encore en pré-crise pour Nice, puisque ça va arriver. Au moins, mais il fallait le faire. Donc, au lieu de passer notre temps à dire que l'adversaire était plus faible, l'adversaire était ci, était nanana, il faut les gagner les matchs. Est-ce que ça pousse à relativiser ou pas vraiment? Un poil quand même, faut être honnête, mais il faut pas non plus que ça soit une ultra circonstance atténuante ou de juste une volonté d'exister pour faire chier le monde. Il y a des saisons depuis 15 ans, c'est que la 3e saison où on joue avec des champions depuis 10 ans. Ça fait donc 7 années sur 10 que tu les gagnes pas ces matchs-là, ou que tu fais pas
Donc tu fais pas 6 sur 7. Et encore, hein, le 7, c'est un match nul. Donc ok, le match est cataclysmique à Brest, tu t'as très très mal joué. Mais au final, tu t'en sors quand même avec un point. Donc bon, le début de saison est quand même assez prodigieux. Les 12 recrues, au final, il n'y a pas beaucoup de recrues qui commencent mal. Toutes celles qui arrivent sont limite ultra performantes parce qu'elles n'ont pas vécu la lessive mentale sampaolesque. On regarde Samuel Gigot, c'est une bonne surprise pour l'instant. Je pense qu'on va rapidement voir ses limites, mais profitons-en quand même. Mbemba Bailly, on a l'impression qu'ils sont là depuis 15 ans. Qu'est-ce que tu veux T'as quand même que je te Verretou dise? qui est un peu décevant, je trouve, quand même. Oui, Mais le truc, c'est que tu dois c'est faire vrai, un poil. avec le rôle que va donner Igor Tudor à son double pivot. Moi, sincèrement, dès le départ, pour des raisons sportives, je ne suis pas certain que ce soit le profil qu'il fallait à l'Olympique de Marseille. Après, bon, comme l'a dit Idriss, tu avais quand même ce calendrier qui était facile. Et dans le même temps, en fait, tout dépend du prisme avec lequel tu vas évaluer ça. Est-ce que tu évalues ça avec le prisme Olympique de Marseille complètement irrégulier depuis 10 ans, qui n'enchaîne pas 2 saisons sur le podium depuis 2007-2008 et 2009, je crois. 2009, 2010, 2010, 2011, on fait premier et deuxième. Ok. En tout cas, ça fait plus de 10 ans que tu ne fais pas le podium d'affilée. Donc, si tu prends ce prisme-là, non, c'est excellent, surtout que on ne gagne pas tous les matchs contre les petits. Après, bon, si tu prends le prisme, par contre, d'un prétendant au titre, je trouve qu'il y a quand même des choses qui montrent qu'il va falloir quand même apporter certaines retouches sur le plan tactique, sur le plan de l'approche des matchs, sur le plan de aussi certains postes qui ne sont pas forcément pourvus. Mais non, ça reste quand même super intéressant. Et puis surtout, de manière relative à tes concurrents, il y a quand même déjà un petit écart qui se creuse avec des Monaco, avec des Lyon, avec des Nice, avec des Lille. Et c'est super intéressant parce qu'au moment d'aborder tes véritables gros matchs qui sont Lyon, Paris, Monaco, Rennes aussi ce week-end, tu as quand même un petit matelas de points. Salut Wakadunga qui est là. Monsieur Tachillon aussi qui nous signale que Karabakh mène 2-0 contre Nantes. Ouais, forcément, c'est plus compliqué à l'extérieur pour Nantes. Salut Gros Nono qui est toujours là, évidemment, qui me demande est-ce que tu aurais posé la question avant Francfort, tu aurais eu des réponses différentes? Oui, certainement. Certainement, mon cher Gros Nono. Super sub aussi, salut la team, un avis sur le flow usheresque de Cédric Bakambu. Oui, Cédric Bakambu qui s'en va d'ailleurs, les gars. Ah, attends. L'Olympiakos. Ah bah, tant mieux, au moins on en parle. Au moins, tac, je peux envoyer mon jingle préféré qu'on ne reverra plus jusqu'en janvier. Vas-y. Top jingle. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas difficile, on va les trouver les joueurs. Ben, qui on va aller voir? C'est pas qui on va les voir, c'est qui va venir nous voir. Bon, ça va, je prends les deux. D'accord. Comment ça? Magnifique jingle. Franchement, je ne m'y attendais pas celui-là. Franchement, écoute, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai dit, je le mets ou pas? C'est bon, je me le mets. Donc, oui, on va revenir sur le départ de Bakambu. Ah oui, c'est vrai, il y avait un débat. Oui, on en parlera rapidement. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais on en parlera. Merci, et on salue donc aussi, on salue aussi 14 J14. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Mais merci à tous. Ouais, peut-être à l'anglaise. Peut-être. Les gars, on était sur le début de saison un petit peu surprenant. Et alors, vous savez, c'est un petit peu le credo de cette émission, c'est qu'on faisait partie de ceux qui voulaient pas trop s'affoler après les matchs de préparation, mais quand même, il y a quand même un énorme contraste entre ce qui s'est passé sur les matchs de prépa, même l'ambiance morose qu'il y avait autour du club, et ce qui se passe là depuis un mois et demi, avec des résultats du jeu, un public conquis pour l'instant, le stade plein. Enfin, c'est... Comment l'expliquer, les gars? Est-ce que vous pensez que le premier match, notamment la victoire face à Reims, a tout débloqué? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment? Comment l'expliquer, les gars? C'est ce contraste qui est quand même assez énorme. Déjà, je pense... vas-y, je t'en prie. Okay. Déjà, tu as une dynamique qui est positive depuis Sampaoli, même depuis Villas-Boas, véritablement, même si ça s'est cassé la deuxième saison. L'arrivée de Longoria fait quand même que tu as un projet sportif qui est quand même plus en adéquation avec les ambitions des supporters, du moins sans forcément beaucoup plus de moyens. Tu as des résultats qui sont nettement meilleurs et tu as surtout une équipe qui te permet d'espérer quelque chose. Et vous savez très bien que ces 10-15 dernières saisons, ça n'a pas toujours été le cas. La présence Cicolonghi, quand tu arrives avec 7-8 recrues qui sont franchement ubuesques, tu dis voilà, si tu fais Ligue Europa, c'est déjà pas mal. Et finalement, en fait, ce droit à l'espoir, il fait que derrière, tu as des supporters qui suivent. Donc moi, c'est comme ça que je l'explique. Je pense vraiment que même si on avait perdu le premier match, il y aurait peut-être pas eu un guichet fermé le second,
mais tu aurais quand même eu du monde. Si. Saison Ligue des Champions. Là, le Vélodrome, tous les étés, peu importe les résultats, tu remplis. Parce qu'il y a les vacanciers, les touristes. Après, début septembre, c'est différent selon la forme. Ouais, mais là, tu vois, en août, le Vélodrome, c'est 65 000 places. Tu vois, tu as 2 matchs cette semaine, les 2, ça va être à guichet fermé, parce que comme c'est parti Rennes, ça va être à guichet fermé. Je trouve que c'est quand même. Ça dénote un petit peu, tu vois. C'est quand même, ça veut dire quelque chose d'être sur 8 guichets fermés consécutifs. Bien sûr. Alors que l'été n'a pas forcément été au beau fixe. Ah non, il a été compliqué l'été. Tudor. Bien sûr, c'est pour même si c'est ridicule et ce que vous voulez. On va pas répéter ce qu'on a dit lors de la première émission, mais Tudor qui se fait siffler pour sa première au Vélodrome, ça vient pas non plus de nulle part. C'est parce qu'il y a eu une ambiance autour du club tout l'été qui a été Exactement. Assez invivable. Exactement. Je sais plus ce que je veux dire. Oui, par rapport au guichet fermé de dimanche, j'espère qu'il sera guichet fermé parce que il y a quand même quelqu'un qui revient jouer au stade Vélodrome, mais c'est pas n'importe qui quand même. Donc oui, tout à fait. Il y a du monde qui va se déplacer. On espère qu'il sera applaudi aussi. C'est pas n'importe qui, mais est-ce qu'il n'est pas parti n'importe comment? Non, bah lui, il est parti normalement. C'est le club qui je pense, il s'est exprimé de manière. Est-ce que c'est un joueur qui s'est déjà exprimé? Bah non, mais bon, s'il le fait pas maintenant, il va le faire quand? Il le fera jamais. Hein. Voilà. Bah, il le vit très bien, lui. Hein. Tiens les gars, une question intéressante de Super Sub et ça va nous permettre de faire le pont avec la thématique suivante. Il nous demande Super Sub à quel point une mauvaise série de 2-3 défaites peut fragiliser l'adhésion des joueurs au projet de jeu de Tudor. C'est vrai que pour l'instant tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais est-ce que ça peut vaciller rapidement selon vous les gars? Ben, en vrai ça peut faire un peu comme Sampaoli dans le sens où là tu as quelques joueurs qui ne jouent pas à leur poste, mais tu acceptes parce que tu gagnes, tu es co-leader, etc. Mais si tu commences à faire 2-3 mauvais résultats, que ça arrive en plus avant la mi-octobre où tu vas recevoir Paris, où tu vas affronter Paris, Lens, Lyon, Monaco, etc., ça peut être plus compliqué. Mais après, dans le foot, toujours pareil, hein, quand les résultats vont, tout va, même si... certains joueurs tirent la gueule, on en parlera plus tard, comme Gerson notamment, etc. Donc c'est un équilibre assez précaire, je trouve. PSG-OM qui se jouera le 16 octobre, le jour de mon anniversaire. J'ai le calendrier quelque part. Précisé. Non, c'est pas ça oui, je l'ai vu que tu l'as mis sur Twitch tout à l'heure en visuel. Parce que j'ai cru qu'on allait en parler, d'un coup on a changé de sujet. Tac. Hop là, donc j'essaye de régler le chat. Axel qui nous dit depuis qu'Alexis Sanchez a découvert Jul, on est à l'arrêt. C'est vrai qu'il a mis des Joule dans une story et depuis, c'est vrai que c'est plus compliqué. Non mais les gars, ça va nous permettre cette question de faire le pont avec le jeu, la tactique, le système Tudor, le Tudor Ball comme on l'a appelé dans l'introduction. Mais justement, on se demandait, les mecs, est-ce que c'est viable sur le long terme? Il y a des inquiétudes, des interrogations, je dirais plutôt, notamment sur le fait que ça soit très énergivore, très exigeant, il demande beaucoup à ses joueurs, il faut aussi des choix forts qui peuvent être durs à accepter humainement pour certains joueurs. Ça pose question. Est-ce que c'est viable, les gars, sur le long terme? Est-ce qu'une méthode comme ça, un peu à l'ancienne presque, à l'italienne, peut-être qu'une méthode qu'il a connue, lui, par son passé à la Juve notamment, est-ce que c'est viable aujourd'hui, en 2022, dans le foot actuel? Moi, c'est pas tant le style de jeu, c'est plutôt la mentalité de certains joueurs, justement, en 2022, qui peut faire que le projet bascule du mauvais côté. On va pas les citer, on les connaît, mais on a certains joueurs qui ont un ego un peu surdimensionné, donc du coup, si tu leur demandes de faire des efforts à répétition pendant plusieurs semaines, ça peut tirer la gueule. Et le deuxième point, je l'ai évoqué en début d'émission, c'est la construction de l'effectif. On a acheté 1 milliard de joueurs, mais le fait est que s'il y a 1 ou 2 joueurs à certains postes qui ne sont pas là, je pense notamment à Nuno Tavares, c'est toute l'équipe qui en pâtit et tout le jeu qui en pâtit. Donc, à voir. J'espère vraiment que ça va tenir, mais ça tient sur un fil. C'est pour ça que là, ok, on a fait un gros début de saison. Je suis très heureux en tant que supporter et tout. J'attends de voir ensuite, après la trêve internationale de septembre. Je suis assez d'accord. Je pense que c'est possible, mais il y a quand même certaines limites que dans la constitution de l'effectif. Je pense que tu es inégalement bien renforcé, notamment derrière et au milieu de terrain. Surtout derrière, et on l'a vu. Je pense que tes backups, notamment Leonardo Balerdi et Kolasinac, même si je nuance beaucoup pour Kolasinac, qui s'est franchement montré respectable sur ses intérims, ne sont pas des remplacements de niveau Ligue des Champions.
Et aussi, en termes de profil, derrière, tu as trop peu de joueurs qui sont interchangeables, dans le sens où les joueurs de côté sur cette défense, dans cette défense à 3, déjà que tu bricoles quand tout le monde est là, alors quand il y en a un ou deux qui sont pas là, c'est encore pire. Donc en vrai, tu as les moyens sur le plan quantitatif de faire un backup, mais tu as des profils qui sont pas toujours adaptés. Au milieu de terrain, quand tu mets Pape Gueye, ça se ressent que c'est très dur. Déjà que Verretou, c'est pas non plus incroyable avec Rongier en ce moment. Donc sincèrement, physiquement, et on l'a vu contre Francfort, j'ai l'impression que c'était vraiment compliqué. Et pourtant, Tudor fait tourner. Donc est-ce que c'est contre-coup de la préparation? Est-ce que tu as des joueurs qui ne sont pas forcément des bêtes sur le plan de la VMA? À voir. Mais je trouve qu'on voit déjà certaines limites qui vont quand même nous forcer à revoir un petit peu la manière de travailler, ou du moins la manière de gérer cet effectif, et peut-être effectuer quelques ajustements. Mais en tout cas, je ne pense pas non plus que ce soit impossible qu'on performe avec ça. Et ça peut même être un atout en vue de la Coupe du Monde, en attaquant très très fort, sachant qu'on va couper très très vite aussi. Je pense qu'aussi, on parlait, c'est toi, moi, qui parlais de mentalité de joueurs. Certains joueurs en tout cas, je pense que Tudor a aussi un atout qui va compter très fort, et je pense que c'est aussi Longoria, le gars, qui a fait une mise au point avec les joueurs avant le début de saison. Est-ce que Longoria va accepter après ça qu'il y ait une tête qui dépasse si éventuellement ça se passe mal dans les semaines à venir? Je pense que ça peut être un atout pour Tudor, ça, d'avoir ce soutien au-dessus de lui. Cette garantie que son président sera derrière lui peut se permettre peut-être un peu plus de choses aussi. En tout cas, il l'a démontré en mettant Payet sur le banc, en le faisant sortir, en le faisant sortir rapidement. Ça peut être... Oui, je suis d'accord avec toi, surtout que le point que j'allais évoquer, tu l'as sorti, c'est que Payet aujourd'hui n'est plus indispensable dans le jeu. Là où depuis l'arrivée de Rudy Garcia, en fait, donc depuis son arrivée, depuis son retour en 2017, il est impensable de faire une seule composition d'équipe sans Dimitri Payet sur un terrain. Peu importe, il y a 4 coachs qui se sont succédés. Ça n'empêche rien. Aujourd'hui, on a un coach qui, et encore heureux, on rappelle que le bonhomme a 35 ans, qui peut s'en passer. Et donc, on connaît le caractère capricieux de Dimitri quand les choses ne vont pas dans son sens. Même si, et on l'a dit lors de l'émission qui lui a été dédiée l'année dernière, allez l'écouter, Payet est-il une légende de l'OM ou pas, il est apaisé mentalement, parce qu'il n'a plus besoin de se battre, et son statut de leader et de capitaine de cette équipe est accepté, déjà lui il l'a digéré, et surtout il est accepté par tout le groupe. On disait l'année dernière, l'image qu'on aura envie de garder de Payet après son départ, ce sera cette saison là avec Sampaoli, où il a été le grand frère, le daron de cette équipe, avec Amin Harit, avec Under, avec Saliba, avec Camara, avec Guendouzi, avec toute cette bande de jeunes qui l'entourent, et qu'il va essayer de faire jouer. C'est pour ça que moi j'ai du mal à voir Payet faire du Payet. Il y a un truc très vrai que tu dis, Idriss. Il y a un truc très vrai et qui en même temps moi m'inquiète, c'est que il est plus indispensable sportivement. Et je me demande si du coup, en fait, on n'est pas face à un joueur qui est soit tout soit rien et qui derrière va se détacher progressivement de son rôle de leader parce que sportivement il est plus indispensable et il va être dans une sorte de décrochage. Tu vois ce que je veux dire? Je vois complètement ce que tu veux dire, mais je pense pas. Mais mon je pense pas se rattache à une seule condition, c'est qu'on joue le podium. C'est que s'il y a une série de mauvais résultats et qu'on commence à stagner à la 5e, 6e place, je pense que là oui, tu peux l'oublier, tu le mets au placard et Payet tu le revois plus de la saison, voire même plus jamais. Mais tant que tu joueras le podium, il aura la mentalité et il aura pas envie, justement, parce qu'il le sait, il connaît, il sait qu'il renvoie cette image-là et qu'il essaye de la combattre d'enfant, de bébé, quoi, de bébé boudeur. Donc il va essayer d'être justement celui qui va relever tout le monde. Et encore une fois, et c'est pour revenir sur des vieilles polémiques, mais c'est parce que justement il a envie de contrebalancer ça, il fait l'unanimité dans le vestiaire. Payet, c'est aujourd'hui peut-être le seul, avec Pape Gueye, la seule branche qui rattache Bamba Dieng au football. C'est lui qui a tenu Bamba Dieng tout l'été mentalement, qui a vécu un été très 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 compliqué. C'est Payet qui lui a dit non mais tu vas revenir, tu vas jouer, non mais t'inquiète, non mais il a joué son rôle de capitaine et je pense pas qu'il ait envie de lâcher ce groupe là où avant, quand il y avait Thauvin, quand il y avait Ocampos, quand il y avait d'autres gars avec qui s'entendaient peut-être moins, j'ai parlé d'Ocampos mais ça pourrait être d'autres mecs, Adil Rami par exemple, et bien il avait pas envie d'aller à la guerre avec ces gens là. Alors que là, je pense qu'avec ce groupe-là, avec Alexis Sanchez, avec Guendouzi, Rongier, tout ça, ça le dérange pas. Il peut être sur le banc tant que les résultats suivent.
Et même si les résultats suivent pas, je pense qu'il est capable de. Il y a un truc qui me fait flipper, moi, c'est qu'il fait un peu une tête, et je la connais très bien cette tête, parce que j'ai déjà été un boudeur comme ça sur certains trucs. Cette tête de mec qui dit rien, mais qui n'en pense pas moins, et ça se voit. Oui, Genre, ça- quand il se fait remplacer, par exemple, tu vois, il fait une tête, il reste neutre. Oui, Mais ça c'est le moment. regardez, tu vois. Ça c'est le moment. Mais regarde par exemple mardi, il y a cette scène où il traîne des pieds pour sortir. Il n'empêche qu'à la fin du match, c'est lui qui va relever la tête de tout le monde. C'est lui qui parle aussi dans le vestiaire après Igor Tudor. Donc il était pas content de sortir. Je pense que le timing de la sortie, je pense qu'il aurait préféré être sorti à la mi-temps plutôt que de sortir 10 minutes plus tard. Et plus le résultat, tout ça. Je pense que sa tête, c'est quelque chose qui allait pas. En tout cas, moi, dans le vestiaire, on m'a clairement dit que au coup de sifflet final, il n'avait pas laissé transparaître quoi que ce soit et qu'il avait joué à 100% son rôle de capitaine. Non, mais je pense qu'on se dirige pour lui. Alors, je compare pas du tout le niveau des joueurs, hein, je préviens, mais tu sais, une sorte de fin à la Totti, à la Roma, quoi, qui jouait plus trop, mais qu'on faisait rentrer pour quand c'était des situations un peu désespérées ou que tu titularisais de temps en temps parce que il fallait bien faire tourner, mais qu'il ne va plus avoir l'importance qu'il avait. De toute façon, le système de jeu ne peut pas, le style de jeu, pardon, ne peut pas lui convenir. En fait, ça peut lui convenir à une seule condition. Ah, mais c'est compliqué. À une seule condition, mais ça serait compliqué, c'est d'avoir un autre attaquant que Sanchez dans le style et vraiment passer en 4-3-2, en 3-5-2, pardon. Donc avec vraiment, tu recules Guendouzi de 20 mètres et tu laisses Payet seul avec un attaquant devant. Avec Sanchez, ça pourra marcher contre des équipes de bas de tableau, mais Ou avec tu un vas autre jouer gars le top. qui pressing. Ou avec un autre gars qui, lui, par contre... parce que je pense que tu peux jouer avec un poids mort, mais pas avec deux. Et je trouve qu'avec Gerson, ça s'est particulièrement vu. Tu peux aussi... Moi, je pense qu'en tout cas, et on va peut-être se diriger vers ça, je pense que Tudor, il va revoir son trident offensif, parce que, sincèrement, on est vraiment inoffensif dans les zones axiales, et c'est franchement horrible sur certains matchs. Il va s'intériser. Parce Bah, qu'à l'Inter, on joue comme ça depuis Conte, c'est qu'il y a une pointe basse qui est Brozovic, donc qui pourrait être Rongier, et deux joueurs qui sont libres de faire absolument ce qu'ils veulent sur le terrain, qui sont Barella et Çalhanoğlu. Donc là, tu pourrais avoir Guendouzi et / Gerson, Verretou, qui tu veux, mais libérer en fait les deux de devant qui entourent l'attaquant de cette pseudo-charge défensive, moi je trouve inutile, parce que en tout cas les joueurs l'exécutent mal depuis le début de saison, et avoir vraiment un premier rideau de deux mecs qui vont pressouiller, et après par contre avoir un mur de 5 avec tes deux pistons qui va empêcher l'équipe adverse de passer à une médiane. C'est clair, et puis je pensais aussi à du coup Payet derrière deux mecs en fait. Payet qui serait, pour moi, tu lui collerais Alexis Sanchez à côté, et devant tu mettrais un Suarez ou un Dieng, tu vois, pour avoir vraiment une double menace, et derrière Payet qui a deux solutions pour transmettre. Parce que sincèrement, ça manque vraiment de verticalité. Donne Bamba Dieng à Payet et tu vas voir comme il va vite retrouver ses jambes de l'année dernière. Si ça continue, Bamba, il remonte doucement dans la hiérarchie. Il n'y a plus personne à l'attaque qui va bien jouer un jour quand même. Le truc, c'est que moi, il y a un truc qui me pose question, c'est l'entêtement de Tudor avec ce trio offensif vraiment bizarre. Donc, c'était quoi? C'était Guendouzi, Gerson, Sanchez. Et pour moi, mais tu manques vraiment de joueurs capables de faire la différence. Ouais, ça va pas du tout, c'est trop lent. Ça manque de talent. Juste là, c'était criant, il n'y a personne qui fait la diff. C'est pas le profil en fait. Pour moi, Gerson et Guendouzi, c'est des joueurs extrêmement talentueux, surtout Gerson. Mais c'est juste, ils n'ont rien à faire là en fait. Oui, mais pas dans cette position. Oui, quand je dis talent, pardon, j'ai mal formulé. Talent dans cette zone-là, voilà, quand ils sont positionnés aussi. Ok, clairement. Et tu vois quand même, quand il y a Harit et Under, c'est le jour et la nuit, sincèrement. Donc pour moi, tu vas être forcé de revoir ton trident offensif parce que dans les gros matchs, et on l'a vu déjà en Ligue des Champions, contre Tottenham, tu les regardes dans les yeux, mais tu n'as pas beaucoup d'occasions, sincèrement. Tu te fais museler. Derrière, quand Klose et Tavares, tu les isoles et qu'ils ne peuvent plus rien faire parce qu'ils ne feront pas des miracles. Et pourtant, Klose, je trouve qu'il se débrouille très bien pour varier un petit peu son jeu de temps en temps, en essayant de claquer des petits extérieurs, en revenant dans l'axe, en faisant des courses intéressantes. Mais au bout d'un moment, s'il est muselé, il est muselé. Si tu ne proposes pas d'alternative, tu vas plafonner très très vite cette saison. Et derrière, devant, moi j'aimerais bien justement voir Alexis Sanchez avec Suarez ou un autre attaquant de pointe, justement devant pour apporter cette verticalité. Parce que Sanchez, je trouve qu'il fait extrêmement bien le travail,
Mais derrière lui, tu ne mets pas forcément de joueurs verticaux. On a vu en tout cas que quand il y avait Under derrière lui, ça se passait beaucoup mieux. Donc soit Sanchez avec un 9, soit Sanchez avec derrière Under ou Harit. Et pour moi, dans ces schémas-là, tu pourrais voir Payet. Mais le truc, c'est que Payet, on a quand même vu physiquement sur certaines photos. Je ne sais pas s'il est à son top. Et surtout, j'ai l'impression que pour être à son top, lui, il faut que ce soit un petit peu un cercle vertueux, qu'on lui fasse confiance, qu'il soit bon. Et pour qu'il soit bon, il faut qu'on lui fasse confiance. Vous voyez ce que je veux dire ? Exactement. C'est ce que j'avais dit à Mathieu avant le match, puisqu'on savait qu'il allait être titularisé en Ligue des Champions. Je dis, c'est simple, c'est soit il fait un gros match par l'ego, le talent, etc., soit il va passer complètement à côté parce qu'il n'est pas dans le rythme. Malheureusement pour nous, ça a été la deuxième option. Et comme tu dis, voilà, il faut qu'il soit dans une bonne dynamique, mais ça inclut le temps de jeu, la relation avec le coach, les joueurs qu'il a autour, etc. Et pour l'instant, il n'y a pas tous ces ingrédients. Les gars, on s'est un petit peu égaré sur les cas individuels, mais je voulais juste recentrer le débat quelques minutes sur Tudor. Et on peut faire ça à travers le débat Payet, notamment, parce qu'il avait annoncé que Payet serait titulaire. Il avait fait la même chose concernant Balerdi, qu'il a fait sortir, on se rappelle, après moins de 30 minutes le week-end dernier contre Lille. Et là, il a retitularisé en ayant des mots forts pour lui en conférence de presse. Comment vous trouvez son management, les gars, à Tudor, sa communication ? Il n'a pas l'air d'être très friand des conférences de presse, mais j'ai l'impression quand même qu'il se détend un petit peu là au fil des semaines. Comment vous trouvez tout ça, les gars, notamment ce qui renvoie en termes de management avec ses joueurs ? Dans sa communication par rapport à ses joueurs, excuse-moi Idriss, dans sa communication par rapport à ses joueurs, ces derniers temps, j'aime bien, notamment le cas Balerdi qui a défendu, même le fait d'annoncer Payet titulaire pour dissiper toute rumeur, polémique, etc. Dans la gestion de certains cas au niveau sportif, j'ai un peu plus de mal pour l'instant. On peut parler de Payet, on peut parler aussi un peu de Suarez, même si tout le monde lui tombe dessus parce que là, il a raté une grosse occasion des champions, mais il y a certaines rencontres où il aurait plus joué, même un mec comme Harit qui peut parfois te débloquer certaines situations, même s'il vient juste d'arriver, il pourrait peut-être jouer un peu plus. En fait, c'est surtout sa gestion des joueurs offensifs qui m'étonne un peu, que ce soit par le temps de jeu ou parfois même par le positionnement de certains, comme le fait de mettre Guendouzi, Gerson aussi haut. J'ai l'impression qu'il lui aussi cherche encore la formule idéale, pas dans son système, parce qu'il a l'air quand même assez, on peut le dire, borné sur son système. On en parlera d'ailleurs, les gars, de ce système, peut-être de l'absence de plan B. Mais je pense qu'il cherche la bonne formule en termes de joueurs à aligner. Il a quelques certitudes. On voit que Mbemba est un joueur, une valeur sûre de son 11. Bon, les deux latéraux, ils l'ont prouvé, ils ont gagné leur place sans problème. Et de toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Guendouzi aussi. Guendouzi, Rongier, on sait que ça va débuter le plus souvent, mais j'ai l'impression quand même que les trois de devant, ils cherchent un petit peu. Ils cherchent aussi avec Verretou à côté de Rongier. Est-ce que c'est vraiment convaincant ? Les trois de devant, Matt. Il a quand même reconduit souvent Guendouzi, Gerson, Sanchez devant. Donc sincèrement, moi justement c'est le contraire. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Sur 9 matchs, excuse-moi Meron, sur 9 matchs, ça a été aligné 3 fois et c'est vrai que c'est la triplette qui a été le plus de fois. C'est la triplette, mais tu vois, ça a été qu'un tiers des matchs, donc. Bon, il faut qu'il fasse tourner, évidemment, parce qu'il y a eu deux fois. Il y a eu 2 fois Gerson under Milik aussi, les 2 premiers matchs. Moi, je n'arrive pas à comprendre la gestion de Suarez. Certes, pour moi, c'est pas une foudre de guerre, c'est un très bon joueur. Merci Marwan. Ama, on a un problème avec ton micro, excuse-moi. Voilà, là c'est bon. Vas-y, Meron. Okay. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Ok, Suarez loupe, c'était pas à louper, c'est quelque chose de grave. Mais sincèrement, moi, je lui en veux pas, parce qu'il a loupé une occasion. D'accord, et ça arrive de louper. Voilà, on n'a pas Samuel Eto'o en attaque. C'est comme ça, c'est un joueur, il loupera. Et je suis désolé, mais peut-être que si tu le lances après son doublé, que tu lui donnes la confiance qu'il est lancé, ben peut-être que demain, peut-être que lors du dernier match, il avait plus de repères, d'accord. Et peut-être qu'il la mettait au fond. Donc, là où j'ai du mal, c'est qu'il n'y a pas vraiment de continuité avec lui, alors qu'il aurait pu la mériter en début de saison. Il s'est énervé, voilà, ça arrive, c'est pas un geste à faire. Mais en même temps, on le comprend, et Tudor l'a compris. Et je trouve sincèrement que c'est étrange de mettre 10 millions sur un joueur et de ne pas lui donner plus de temps de jeu, alors même qu'il n'y a pas forcément de dilemme en attaque. Tu n'es pas obligé de dire c'est soit Alexis, soit Luis Suarez. D'accord ? Et sincèrement, moi, ça me fatigue un petit peu parce que derrière, tu te prives de beaucoup de choses, mais on y reviendra, je pense, un peu plus tard dans l'émission. Suarez, juste pour rebondir, il n'a jamais fait 90 minutes. C'est soit il a été titulaire rarement, 2 fois, il est sorti. Ou alors il entre en cours de jeu, voire il n'entre pas du tout. Je rejoins totalement Merwan. On sait que c'est pas
un phénomène, mais s'il n'a pas de continuité, difficile d'acquérir de la confiance, sachant que tu arrives dans un nouveau club avec un contexte particulier. Et moi, je suis de l'avis de Merwan, lui tomber dessus parce qu'il a raté une occasion, c'est moyen. Ça va pas l'aider à améliorer ses stats, dans le match, plus efficace. Bah, c'est ce qu'on disait de Bamba Dieng l'an dernier. Il faut Exactement. accepter son déchet. Ben, là, Non, c'est pas pareil. Bamba Dieng, il en loupait 3 par match, c'est pas pareil. Mais parce qu'il avait plus de temps Ah, de jeu. mais Il avait plus plus de jeune, temps de jeu Merwan, aussi. Non, dans il- la marche, quoi. Il avait un peu plus de temps de jeu et Bamba Dieng, ses occasions, il se les crée. Là où Luis Suarez, il arrive à la fin d'une occasion qu'il n'arrive pas à conclure. Mais Bamba Dieng, c'était des occasions qu'il se créait alors qu'on n'arrivait pas à se créer d'occasions autres que par des exploits individuels. Je suis pas d'accord contre Feyenoord, par exemple, il en loupe 2 ou 3 et c'est les lances en profondeur, c'est son jeu. Après, oui, il s'en crée des occasions, Bref. mais bref, il a beaucoup de déchets. Mais Tout ça pour dire que par rapport à Luis Suarez, j'allais rebondir à ce que tu as dit dans ta démonstration. Il n'y a pas longtemps, j'ai dîné avec quelqu'un d'assez influent dans le foot français qui m'a confié mouillé, sans preuve, parce que ça serait difficile à prouver que l'histoire Luis Suarez, ce serait un arrangement Grenade-Watford, Pape Gay, quoi. Ouais, mais tu sais, ça a été une théorie qui a beaucoup fleuri sur c'est pour ça Twitter, que j'ai évoqué c'est pour ça que je sais que ça a été évoqué, que je le dis pas comme si c'était une news incroyable, déjà parce que c'est pas encore prouvé, donc c'est pas le projet, mais c'est vrai que là, moi au début tu sais, c'est juste une rumeur de complot, tu te dis ah mais voilà, regarde, on va chercher un mec de 10 millions à Grenade et tout ça. Ben après, quand c'est des mecs du foot qui en parlent, et c'est des mecs sérieux, c'est pas des gars en quête de quoi que ce soit, parce que sinon je dirais leur nom, ben tu prends un peu plus, l'information prend un peu plus de poids. Après, voilà, ça va demander des semaines, le temps à confirmer, mais bon. Mais il y a plus de rapport entre Watford et Grenade. C'est même plus les mêmes propriétaires. Si, t'inquiète. C'est des Chinois, je crois, Grenade. Oui, officiellement, c'est plus les mêmes propriétaires, mais t'inquiète, on sait comment faire travailler l'argent dans ce milieu-là. Je suis franchement pas convaincu. Je trouve que c'est vraiment. Je suis pas convaincu, mais ok. Ah, mais c'est vrai que c'est un transfert qui a été curieux. En plus, rappelez-vous, il a été annoncé un soir comme ça, il y a eu zéro rumeur. Du jour au lendemain, ouais. Ouais, ça avait été un peu curieux. Après, on verra. Mais moi, je suis assez d'accord. Je te rejoins par contre. Sur les circonstances, ça apporte quoi? Là, on parle juste du sportif. Oui, là, c'est ça. Non, mais c'était pour évoquer ça, parce que moi, c'est une info que j'ai eue là en début de semaine, en début de semaine dernière. Donc on en parle, mais c'est vrai que c'est pas non plus si important. Et puis sur le sportif, moi je vous rejoins, Ama et Merwan, je trouve qu'il mériterait d'avoir un peu plus de continuité, parce que surtout quand il rentre, il est très intéressant. Il a ce côté électrisant comme ont eu Harit et Under mardi. J'ai l'impression d'avoir pris un coup de défibrillateur là, quand ils sont rentrés. Ça a ronronné. Ça s'est accéléré bizarrement. Et franchement, ça pue que c'est un attaquant qui a besoin de continuité. C'est une grosse machine. C'est un mec qui n'est pas forcément le plus adroit du monde devant la cage. C'est un mec qui a pas mal d'abattage. Si tu le fais rentrer 3-4 fois en 5-6 matchs, il ne va pas te donner grand-chose et forcément derrière tu seras déçu. Donc autant lui donner sa chance. Les gars, pour revenir sur Tudor, et après on parlera vraiment en longueur des cas individuels et aussi des bonnes choses, parce qu'on est quand même un petit peu négatif, mais il y a aussi de bonnes choses. Sur le système Tudor, j'en parlais tout à l'heure, là, il y a quelques minutes. Est-ce que son système, et notamment le fait qu'il n'y ait pas vraiment de plan B, et on l'a vu mardi avec son entêtement à vouloir jouer à 3 derrière avec 2 pistons malgré les blessures, etc., est-ce que ça peut être une limite aussi ? Le fait de ne pas vouloir passer à 4, d'avoir toujours ce système et ne pas vouloir en sortir, moi je trouve que ça me préoccupe un petit peu, et on a eu la démonstration quand même mardi. Hein. Franchement. Oui, tout à fait. Ça peut être une limite, parce que là, comme tu l'as dit, contre Francfort, il avait le choix et le contexte pour changer de système, donc enlever un défenseur, passer à 4 et tenter un coup plus audacieux. Non, il allait mettre Tavares en défense, Rongier aussi, je crois, à un moment. Et ça m'inquiète un peu. J'aime son style de jeu, en préambule, je tiens à le dire. J'aime ce que l'équipe montre depuis le début de la saison, mais là, les matchs vont s'enchaîner. Tavares et Klose, ils vont pas être phénoménal, je sais plus comment on dit, toute la saison. Si tu changes pas de système à un moment donné, par rapport aux blessures, aux méformes, etc., ça peut vite devenir problématique, parce qu'on n'a pas la profondeur de banc sur certains postes. Quand il n'y aura pas de Tavares, tu peux pas envisager de mettre un Kolasinac ou un Gay ou un Gerson ou qui sais-je encore
en piston gauche, par exemple. C'est pas possible. Ça va déséquilibrer toute l'équipe. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de 3 ou 4 défenseurs. Franchement, je trouve que c'est un porte-peu. Je trouve qu'on pourra avoir cette réflexion quand on aura exploité tout ce qui est exploitable dans ce système. Et je trouve qu'avant de parler même de 3 ou 4 défenseurs, il faut parler quand même des 2 joueurs derrière l'attaquant que je trouve qui sont extrêmement sous-performants depuis le début de saison. Je trouve que cette formule Guendouzi-Gerson qu'il a plus souvent reconduit, elle est sous-performante. Il n'y a pas assez de possibilités de décalage par le dribble. C'est des joueurs qui ne sont pas forcément à l'aise là où est-ce qu'on les a mis. Et je trouve qu'il faut quand même revoir ça et peut-être mettre un petit peu des joueurs un peu plus percutants, donner un peu plus de temps de jeu à Under, notamment, qui en a eu pas mal déjà, mais en tout cas en faire l'option numéro 1 à l'instant T, et mettre aussi Harit à côté. Parce que je pense qu'en termes de profil, c'est ce dont on a besoin, et peut-être aussi faire redescendre Guendouzi avec Rongier derrière, pour avoir justement un peu plus de contrôle dans ce double pivot, où moi la paire Rongier-Verretou m'a pas forcément convaincu. Donc à partir de ce moment-là, quand on aura réussi à être plus important dans les zones axiales, à être plus dangereux, parce que pour l'instant, on va pas se mentir, hein, ça vient uniquement des pistons et des triangles de jeu, là où tu vas faire ta passe dans l'axe, le piston va faire son appel et tu vas lui donner ensuite. Sinon, on fait rien dans les matchs. Ouais, mais justement, Merwan, vu que l'animation offensive, elle est un peu moyenne, est-ce que c'est le meilleur système pour tirer le meilleur de tes joueurs offensifs, justement? Donc, du coup, la réflexion délié, donc, je pense la que tactique... T'as plus d'ailier aujourd'hui, Ama. Donc, t'as plus d'ailier. Et puis moi, franchement, je pense pas et j'espère pas que le Tudor Ball, ce soit uniquement des pistons qui créent le décalage, uniquement ça. Je veux pas croire que dans son système, il n'y a pas d'alternative où tes 2 joueurs axiaux derrière l'attaquant, ils servent à rien, ou ils servent pas à grand-chose. J'espère aussi, mais quand les temps seront plus durs, là, on verra justement s'il y a d'autres alternatives. Là, tout roule, mais de ce qu'on a vu... Tout roule pas, je trouve. Tout roule pas, moi, je trouve. Au niveau des résultats, j'entends. Oui, au niveau des résultats, oui. Mais dans la manière, je trouve qu'il y a pas mal de matchs où tu n'as pas non plus énormément d'occasions. Et surtout, où ces 2 joueurs-là, offensivement, c'est pas eux qui font la diff. Moi, je trouve que c'est à l'extérieur où tu as des limites, mais moi, je suis assez convaincu par quand même les prestations qu'on a fait à domicile. Mais à l'extérieur, je te rejoins, Merwan. Regarde. Le match à Auxerre, le match à Brest, on n'en parle pas, il était vraiment mauvais. Mais oui, Francfort, mais on en parlera parce que Francfort, c'est un contexte particulier, c'est avec des champions, on va en parler. Mais les 4 matchs à domicile, je trouve qu'ils sont plutôt convaincants. Mais le problème pour moi, il vient aussi des matchs à l'extérieur, parce que ce soit à Auxerre, où c'est qu'on a joué à Brest, c'était pas bon. Rappelez-moi, à Nice, on a eu une bonne mi-temps, mais ensuite derrière, c'est un peu moins bien. C'est surtout à l'extérieur, je trouve que tu as des problèmes dans l'animation, plus qu'à domicile. Parce qu'on vient te chercher et que derrière, on te coupe tes premières relances. Que tes pistons, on les isole et que du coup, en fait, tu sais plus faire du coup. Et du coup, tu as des joueurs action qui sont extrêmement neutres, qui viennent et qui redescendent et du coup, ça te crée une coupure. Et comme face à Francfort, tu es dedans. Tottenham, tu n'avais pas d'occasion parce que tes pistons aussi, ils étaient à la rue. Pas parce qu'ils étaient nuls, hein, mais parce qu'on les mettait et on les forçait à déjouer. D'accord. Et derrière, en fait, tu sais plus faire. Et c'est ça le problème pour moi. Non, bien sûr, non, mais on est plutôt d'accord globalement. Hein. C'est juste que je trouve qu'à domicile, tu as été un peu plus convaincant. Je pense notamment le match contre Clermont, que tu gagnes qu'un 0, mais là, par contre, tu as pléthore d'occasions. Je me souviens de ce match, c'était bien plus intéressant que ce qu'on avait vu à l'extérieur. Vas-y, Idriss, je t'ai coupé. Non, j'allais continuer ce qu'est en train de dire Merwan. C'est là que le profil d'Aminarit est ultra important. Et c'est là aussi où je pense que Bamba Dieng aura une place importante à jouer. Parce que là, on a vu mardi que Eric Bailly s'est blessé. Là, on a appris qu'il était musculaire, donc ça partait pour une 20aine de jours. Alexis Sanchez, les gars, il n'a pas fait une saison pleine depuis 4 ans. Donc, à un moment donné, elle va arriver, sa blessure. On l'espère mi-novembre, parce que de toute façon, il ne jouera pas la Coupe du Monde, donc au moins, il aura un mois pour se soigner. Mais celui qui se rapproche le plus de son profil, et non pas de talent, c'est Bamba. Donc, si tu arrives à responsabiliser Aminarit, lui donner les clés du camion, comme dirait Vincent Moscato, et d'arriver à avoir une alternance entre Sanchez et Dieng devant, je trouve que tu commences à devenir ultra intéressant. Je continue de penser qu'on a un des meilleurs effectifs depuis 10 ans. Oui, clairement. Ouais. Mais si ce n'est en vrai, en termes numériques, le problème, c'est que le niveau moyen est très homogène, et que mine de rien, par rapport au gratin européen, entre les places 16 et 25 européens que tu vises,
bah, tu es quand même au niveau moyen assez bas. Oui, parce que tu reviens de tellement loin que tu peux pas y Bah oui, revenir c'est comme pour ça. ça, mais- C'est- Ah, pour moi, on rivalise même pas avec Mais non. les top 16-25 Mais européens. non, même pas. On même est pas. très loin. Hein. Même On pas. a, on a beaucoup de bons joueurs, vraiment. Je pense même pas qu'on ait vraiment de mauvais joueurs dans cet effectif. Non, mais on a, C'est juste on a qu'on- un effectif Ligue Europa, quoi. T'as Oui, pas c'est on parle juste pour la l'effectif carte Ligue dessus. Europa. Là, C'est un peu le même problème que l'an dernier. C'est ma seule limite avec le mercato, c'est qu'on a toujours autant de joueurs neutres qui sont pas capables de faire les différences. On parlait de Guendouzi et Gerson dans les zones de vérité en début d'émission, enfin il y a une quinzaine de minutes. C'est que vraiment, je trouve que ça manque de ballers, quoi, Des de joueurs joueurs neutres, Idriss, hein. capables de faire la différence. C'est pas des joueurs neutres pour moi. Non, c'est pas des joueurs neutres, ils sont mal utilisés pour moi. Non, je parle de joueurs neutres dans les 20 derniers mètres. C'est ça que je veux dire. Ah oui, oui, oui. T'as beaucoup de joueurs qui savent très bien faire ce qu'ils font. Guendouzi, Rongier, pour éliminer des joueurs dans le rang central, c'est très bien. Mais par contre, une fois que tu arrives autour de la surface, mais... Ouais, mais parce qu'on ne va pas les voir aussi haut, c'est toujours le même débat. Par exemple, comme Guendouzi, tu ne dois pas le voir aussi haut. Gerson, pareil. Enfin, c'est des trucs qu'on voit depuis plusieurs mois et le souci n'est toujours pas réglé par une utilisation un peu étonnante, quoi. Exactement. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas vraiment. C'est déjà la variété des profils en défense qui est un problème. D'accord. Le fait que ton meilleur défenseur, je pense intrinsèquement, qui est Eric Bailly, il soit extrêmement fragile. Et ça, c'est un problème. Je pense que ça va être récurrent, malheureusement. Là, il est arrivé, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines? Bailly 2 semaines, 3 semaines? Ouais. Ouais, 3 Ça. semaines. Il vient déjà de se prendre un 20 jours. C'est quand même problématique. On verra si ça se répète par la suite. Mais tu as peu de certitude. Là, on s'est fait sauter Gigot, Mbemba, Bailly. Bon, je ne sais pas si ça arrivera plus tard dans la saison. Mais derrière, tu as des backups qui sont problématiques. Je trouve que devant, tu n'as pas assez de joueurs justement capables de faire ces différences dans la rotation. Tu mets Harry Tender sur le banc, tu n'as plus personne concrètement pour amener des différences. Et je pense qu'il y aura quand même des ajustements au mercato d'hiver. Et surtout, derrière, en fait, au milieu, tu as aussi un problème. Après, voilà, là, on parle vraiment d'ajustement, ça se passe très bien. Je ne suis pas en train de remettre en cause le mercato, qui est un mercato plutôt bon. Mais si on parle vraiment d'ajustement, je trouve que Verretou, tu n'aurais pas dû le prendre au milieu de terrain. Ce n'est pas le profil qu'il fallait. Et là, pour le coup, on parlait d'arrangement pour Suarez. Alors, où est la différence avec le fait de faire plaisir aux copains sur le mercato? Et je pense que Longoria, c'est un expert dans le domaine. Quand tu vas chercher pour 15 millions d'euros Verretou, alors que par exemple, tu as un Mohamed Camara qui va à Monaco pour un peu moins. Après, voilà, on peut parler du salaire, de la fiscalité, etc. Mais je pense vraiment que tu avais besoin d'un aboyeur à côté de Rongier et un mec qui en même temps techniquement est fiable. Et je pense que Verretou, sincèrement, c'est un mec complètement neutre. Mais je pense que, tu le vois dans ses yeux, hein, c'est pas forcément un mec qui va te marquer par sa présence. Et sur le terrain, voilà, c'est bien, c'est mignon, c'est un petit soldat, mais ça manque cruellement, je trouve, de personnalité. Et c'est aussi ce qui caractérise l'équipe dans les moments faibles, comme contre Francfort, quoi. Donc, j'attends de voir pour Verretou, parce qu'en vrai, j'avais peut-être ce reproche à lui faire quand je l'ai vu au début, mais contre Tottenham, la première mi-temps, les gars, même la première heure globalement, pour moi, il fait un vrai match de tonton, tu vois, que ce soit défensivement et même pour aller se projeter avec la balle. Mais après, oui, contre Francfort, il est retombé dans ses travers. Donc, j'attends de voir quel est le vrai Verretou sur la scène européenne, celui qu'on a vu contre Tottenham ou celui contre Francfort qui n'a pas réussi à surnager. Moi, j'ai du mal parce qu'à part son match contre Nantes au Vélodrome, où il arrive à trouver des lignes de passe qui sont pas faciles, qui sont osées, et en plus ça passe. Je ne l'ai pas vu vraiment avec ballon être intéressant en Ligue 1. Et ma limite, elle commence à arriver là avec Verretou. C'est que on sait de quoi il est capable, que c'est un joueur qui a beaucoup de courses, qui défend bien, tout ça. Très bien, mais maintenant j'attends autre chose d'un joueur de l'Olympique de Marseille. Et surtout, de savoir un peu jouer au football. Si c'est pour avoir le clone de Rongier au milieu de terrain, ça ne m'intéresse pas. C'est même pas le clone, en fait. Ça, le problème, c'est que défensivement, il est moins bon que Rongier en plus défensivement. Donc je pense, j'espère que Guendouzi va reculer de 10 mètres sur le terrain et retrouver la place naturelle qu'il doit avoir aux côtés de Rongier. Voir s'il décide de se bouger, ce que je doute fortement, Gerson. Et que Verretou ne soit qu'une solution de repli à la mi-mars. Une solution de repli, franchement, c'est dingue. C'est une mauvaise affaire. À ce prix-là, il va jouer, les gars. Enfin, moi, je ne me fais pas d'illusions. Ah, il sera titulaire, oui. C'est dingue. Je pense pas que ça rentre vraiment dans les considérations de Tudor, le fait
de valoir un tel prix ou pas. Je pense Surtout que sur Verretou. Je pense que c'est juste la valeur du joueur sur le moment. Maintenant qu'il est là, s'il faut gagner, puis il faut avoir Guendouzi et Rongier, on aura Guendouzi et Rongier. Surtout sur Verretou, dans le sens où t'as pas forcément de perspective de revente dessus. Quoi. Il est là. Il a 29 ans. Il est là pour apporter une grosse plus-value sur le plan sportif. Et je pense qu'on s'est trompé sur le profil. On a pris un demi-profil, que peut-être ça a arrangé les copains en Italie. Et moi, franchement, limite, ça m'énerve en fait qu'on ait mis 15 millions pour un mec dont t'as pas vraiment besoin. Et donc, je pense que sportivement, il n'est pas forcément non plus indisputable. En termes de personnalité, je pense que Ménement, c'est quand même un pot de yaourt. Voilà. Non, mais je suis jamais entendu ça. Non, personnellement, je vais me le permettre, parce que pour des expériences sociales, je suis allé voir les TikTok de sa meuf, et il a l'air vraiment con. C'est moi qui parle. Ah, mais les gars, on parle sportif. Non, mais ça n'engage que moi. Avec sa femme sur TikTok, on s'en fout, les gars. Mais non, je te dis que ce que lui, son regard dégage, et ça dégage de sa personnalité. Je parle pas des TikTok de sa femme. Pourtant, t'étais fan de Radonjic. Oui, mais tout en étant hyper conscient de son apport quand même. C'est là où s'arrêtait la vanne, c'est que... En fait, Verretou, moi, c'est pas vraiment qu'ils soient intelligents ou qu'ils soient cons, en fait, qui me dérange, c'est le fait qu'ils soient sans personnalité. C'est que tu le vois, en fait, et malheureusement, pour avoir la vie qu'il a, tu dois être un mec tu dois être un tapis, quoi. Enfin, tu dois te faire piétiner. Malheureusement, il se fait piétiner par sa femme, et libre à lui, encore une fois, chacun ses délires. Mais le truc, c'est que sur le terrain, aussi, je pense que c'est un mec qui ne change pas. Et tu le vois, vous l'avez vu, son interview d'après-match, là, contre Francfort? Ouais, non, j'étais au stade. On va se remettre à travailler. Le mec, j'ai l'impression qu'il venait de sortir, je sais pas, on dirait qu'il venait de fumer. Et en fait, il a rien à dire. Il est juste... Ouais, mais c'est comme tous les joueurs à la sortie. Après, suivi le ballon sur ça. Ouais, non, les gars, ça, pour moi, c'est un faux débat, l'attitude, tout ça. Moi, s'il est bon sur le terrain, après, qu'il ait rien à dire au micro, de pas gagner après le match, je m'en fous un peu, franchement. J'ai pas lu un commentaire là qui m'a fait rire un peu plus haut, là, je le lis du coup, c'est Gronono qui dit Idriss, il a dîné avec Pascal Pro. Oh, Idriss. Tu nous as caché ça. Franchement, c'est pas beau. Les gars, on a parlé beaucoup de mauvaises choses, d'interrogations qu'on a, parce qu'il y en a quand même, et il faut pas non plus, on n'est pas dans le monde des bisounours. Je vous propose de parler de choses un peu plus joyeuses avant de revenir sur les choses mauvaises avec la Ligue des Champions. Ça s'est un peu moins bien passé. Et nous dire un petit peu les satisfactions de ce début de saison, parce qu'il y en a. Les phénomènes de ce début de saison, vous connaissez la rubrique phénomènes et fatigués. Les gars, qui vous avez envie de mettre en avant positivement là, sur ce début de saison? Martin Odegaard. Vu que tout le monde va dire Nuno Tavares et Klose à juste titre, moi j'ai envie de mettre en valeur Bemba et Bailly. Bemba, je suis pas trop étonné, honnêtement, sans faire le puriste. Par contre, Bailly, vu qu'il est assez fragile physiquement, je ne pensais pas qu'il serait à ce niveau aussi rapidement. Il a très peu joué avec United au final. Il fait sa première saison, je crois, il fait une vingtaine de matchs, mais après, dans mes souvenirs, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu sur le terrain, à part de temps en temps pour des matchs de Ligue Europa, mais c'est tout. Et qu'il soit déjà aussi bon, c'est une vraie bonne surprise. J'espère que ça va continuer, que sa blessure ne va pas le stopper dans son élan. C'est une grosse satisfaction, Mbemba, franchement, impressionnant sur les premiers matchs. Il a de suite pris le lead en défense. Le mec s'est imposé comme un patron direct. Vraiment très très impressionnant. Il y a d'autres joueurs, les gars, que vous voulez mettre en avant? Klose. Vas-y, Merwan. Jonathan Klose, je le trouve vraiment exceptionnel, moi, depuis le début de saison. Et je trouve que même dans ses mauvais matchs, je trouve qu'il est mal jugé. Dans le sens où on ne recontextualise pas forcément avec la performance collective et le fait que nos pistons soient extrêmement ciblés par l'animation adverse. Forcément, c'est le point fort de notre équipe. Et je trouve que même en étant ciblé, et comparativement à Tavares, je trouve qu'il a beaucoup plus de ressources techniques, du moins dans la justesse, pour apporter. On voit qu'il arrive très bien à renverser le jeu, à varier les surfaces du pied avec lesquelles il transmet, à être extrêmement juste dans ses centres, pas hésiter à frapper de loin aussi. Et je trouve en tout cas que pour le prix auquel on l'a eu, on a quand même un super latéral, d'accord. Et ça fait franchement du bien parce qu'un latéral droit, on n'en avait pas eu depuis, je pense, une bonne décennie. Et je le trouve très intelligent aussi dans sa manière de jouer, ses choix, ses prises de décision. On n'en avait pas eu un depuis la version Super Saiyan de JJJ qu'on a connue que pendant un an. Putain, c'est vrai ça. Parce qu'il y a eu 6 mois mais avant, encore, c'était même pas à ce niveau, quoi. Non, Klose, il est meilleur. C'était le jour et la nuit, c'est pas pareil. Non, mais Klose, il était meilleur. Mais il est meilleur. Mais je parle
termes de qualité, on n'avait pas vu ça depuis Djadjedje. Et encore avant ça, depuis Bonnard. Quoi. Enfin, non, Aspilicueta, pardon, déconne. Oula. Par contre, juste un petit bémol sur Klose qui n'est pas de son ressort, que Tudor arrête de le mettre à gauche, que ce soit en cours de match ou même pour débuter. Tu te prives vraiment de ses qualités, ça ne sert ni lui ni l'équipe. Quitte à mettre un gaucher pour lequel ce n'est pas son poste de base, mais tant pis, mais le mettre en faux pied, en piston gauche, là je trouve que ça n'apporte rien du tout. Après, tu n'as pas le choix avec la constitution de l'effectif. Moi, et tu me permets d'aborder un sujet qui est un peu annexe et qui peut aller. C'est Issa Kaboré. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise aussi peu? Surtout qu'il est intéressant à chaque fois qu'on le voit. Hein. J'ai trouvé intéressant mardi. Il a apporté du peps, même si c'était pas parfait. Il peut jouer à gauche. Et il peut jouer à gauche. Oui. Il le dit lui-même. Il a dit pour moi, il n'y a pas grand-chose de différent si ce n'est le bon pied. Pour le coup, je trouve que plutôt que de faire basculer Klose à gauche, qui est vraiment dégueulasse, et visiblement Klose a l'impression de se prendre une peine de prison dès qu'il y joue. Pourquoi ne pas donner des minutes à Issa Kaboré? Je trouve que par exemple contre Francfort, ça aurait été mieux que Nuno Tavares qui était complètement cramé dès la 65-70e, comme à peu près à chaque match. Un autre joueur, les gars, qu'on peut citer. Bah, Papa Sanchez, quand même. Oui, voilà, Sanchez, oui, bien sûr. Moi, j'allais parler de Sanchez. Enfin, j'étais en train de préparer une solution de repli. Parce que je pensais qu'Amaès allait dire Sanchez. Mais bien sûr, Alexis Sanchez. El Niño Maravilla. L'attitude, au-delà des qualités techniques et tout, bien sûr, ça. Mais moi, l'attitude. Le leadership. Le leadership, oh là là. Un papa. Alors que, franchement, à l'Inter, depuis qu'il est arrivé, il a un petit peu, avec Lautaro, ce rôle de grand frère, quoi. Mais ça s'arrête à Lautaro. Dans le reste du vestiaire, c'est Alexis Sanchez, quoi. C'est un joueur sans plus. Alors que là, il est tellement heureux d'être là. Il prend un tel kiff, que tout le monde lui fasse confiance, que le coach lui donne tout ce qu'il veut. Il peut jouer. Il peut jouer tout simplement. Il n'a pas un rôle où il doit jouer pour Lautaro, pour Lukaku, pour Dzeko. Tout le monde joue pour lui. Et il le rend à merveille. À chaque fois qu'il rentre, il marque. Doublé contre Nice, but à Auxerre, but contre Lille encore. Moi, j'ai l'impression de commenter des buts de Sanchez tous les jours à chaque fois que je vais au Fossé 1. Donc bon, que dire, on a beaucoup parlé et à raison de Nuno Tavares sur les 4 premiers matchs. Je pense que la saison elle est lancée, hein, ça va se jouer, elle est pour lui. Et on verra quand ça sera fini. Mais en mai, en juin, je serais curieux de regarder en arrière et de me dire est-ce que c'est pas une de ses 2-3 meilleures saisons en carrière, quoi, en club. Hein. Dit le Maz 84, la classe internationale. Voilà. Joueur de classe, grand joueur. Tu le vois tout de suite dans l'attitude, dans ce qu'il sait faire. Grand joueur. Hein, il faut l'entourer. Hein. Moi, j'ai peur que. Moi, franchement, si je suis lui, j'aurais mis une tarte à Guendouzi sur des matchs. Hein. Franchement, non, mais tu as des moments où il fait des appels de zinzin, d'accord? Et derrière, les mecs le voient 30 secondes trop tard. C'est un truc. Et tu te rappelles, Amaïs, le premier match qu'on voit de lui au Vélodrome, à la mi-temps, on se regarde, on se dit, mais en fait, est-ce qu'il a raté un truc? Ouais, en plus, la qualité technique, il le comprend, en fait. Oui. Tu vois, c'est dans les déplacements, la manière de positionner son corps quand il reçoit le ballon, c'est la très grande classe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur comme ça offensivement, vraiment. Ah, c'est la classe de Dallas. Ça. Vous avez vu contre Francfort, à la 60e minute, et en fait, les gens pensent qu'il fait un mauvais match, alors qu'il est excellent dans ce qu'il fait, il ne peut pas faire plus. Il est muselé par je ne sais pas combien de joueurs. Et en fait, c'est juste derrière, il n'a aucun soutien. Il peut avoir aucune influence. Mais aucune. Oui. C'est pas le match. Et à un moment, même au-delà du niveau offensif, même au niveau du pressing, c'est lui qui le lançait. Et souvent, il n'a pas été suivi. Et ça me rendait dingue. Juste pour dire que même au niveau défensif, il fait le taf. Donc ceux qui ne le voient pas, je trouve ça un peu étonnant. Non, mais à un moment, Canal était en train de faire un focus sur lui. Et pile au moment où la caméra s'arrête sur lui, il était en train de taper une crise sur Bailly et Klose qui n'arrêtaient pas d'allonger en fait dans les airs. Et lui, il disait non, mais Ndika, il prend tout. Donc arrêtez, au sol. Et 2 minutes après, t'as Rongier qui hésite à le lancer dans la profondeur et qui revient en arrière. Voilà. Mais ça, c'est les vestiges du Sampaolisme. Il y en a encore. Hein, quand tu vois. Mais Rongier, je crois qu'il a une action comme ça mardi où il y a un décalage qui est créé. Il est tout seul avec aucun vis-à-vis à droite pour centrer. Et non, il revient sur ses pas et il repasse par derrière. C'est une contre-attaque à 5 contre 3 à jouer pour l'OM. Littéralement, parce que tu peux compter Gerson. Pas Gerson. Issa Kaboré, pardon, qui arrive à toute vitesse. Et t'as Rongier qui a peur de faire la courbe, de rater son centre.
Donc il prend pas de risque, il revient derrière, Ouais. et ça casse Les tout le match. vestiges de Sampaoli. D'ailleurs, on peut en parler rapidement, les gars, de Rongier. Le masque qui nous dit le charisme légendaire de Rongier. C'est assez curieux parce que finalement, il a l'air indispensable aux yeux de Tudor. Il a fait des bons matchs, mais il y a toujours cette frustration quand il arrive dans les 20 derniers mètres de le voir aussi neutre. Parce que c'est un joueur de merde. Et non, je ne souscris pas moi à ça parce que je trouve qu'il a des fois il a des qualités intéressantes au milieu, mais quand il arrive dans les 25, c'est pas possible quoi. Mais parce que ce qui fait la différence au haut niveau, et encore plus au très haut niveau en Ligue des Champions, c'est pas tes qualités techniques. C'est ta confiance, ta sérénité, ton calme. Et Rongier, il n'en a pas de sérénité et de calme. Il sait pas, il a peur de mal faire. Sur le terrain. Oui, mais à Maïs, c'est quand même la base de jouer au foot, d'être haut sur le terrain. Ouais, mais lui, il doit pas être aussi haut sur le terrain. Il doit être positionné à l'ancienne, en 6, et piège défensif. Mais vraiment, c'est ce type de joueur. C'est un joueur négatif offensivement. On ne va pas le changer. Et c'est ce que je te dis, c'est que c'est donc un joueur de merde. Non, t'es dur. Moi, je ne souscris pas à ça. Au Rongier bashing qu'il y a. Alors, pourtant, je suis loin d'être un fan du joueur. Moi, je l'aime bien, mais je suis totalement conscient de ses limites. J'apprécie. Mais en fait, moi, je comprends que tous les coachs en effet un homme fort parce qu'il a, il a cet abattage, cette activité, etc. Mais c'est pas un joueur de merde. Je ne souscris pas à ça parce que des fois, il arrive à trouver des passes, il arrive à faire quelques trucs intéressants. Le verbe est important. Je parle de jouer. C'est que c'est un travailleur, c'est un très bon footballeur, mais c'est un joueur de merde. Mais enfin, encore une fois, un peu de contexte. Pourquoi est-ce qu'on le surresponsabilise autant Aussi. Oui, surtout déjà, ça le souci, je pense. Ouais. Également, il a raison. À côté de lui, il n'a jamais eu un mec aussi qui en impose. Enfin, Exactement. Tu regardes au début, quand il fait ses débuts un peu compliqués à l'OM, il est dans un rongier. Il est dans un milieu rongier sans son camarade, quoi. Et donc, forcément, sur le plan créatif, il est surresponsabilisé. Il se retrouve souvent devant la cage parce que aussi, si c'est pas lui, c'est personne. Et c'est pour ça, moi, que ça m'énerve qu'on ait pris Verretou à côté, quoi. Pas parce que c'est Verretou et que je l'aime pas pour les raisons que vous connaissez, mais parce que c'est pas le profil, quoi. Tout simplement, et qu'on se retrouve encore avec Rongier qu'on va surresponsabiliser et on va juger un poisson à sa capacité à grimper à un arbre. Donc ça, c'est un problème. Quelle métaphore. Ok, Rafiki. Non, mais au-delà de son phrasé, Marwan a raison. Moi, quand j'ai vu l'effectif en début de saison, je pensais vraiment que on partirait sur Guendouzi avec soit Gerson, Verretou, et ensuite Rongier en backup avec un autre milieu. Mais voir Verretou et Rongier être la paire titulaire au milieu derrière les offensifs, ouais, je pense que ça nous handicape au niveau offensif. Ça manque de créativité. Les gars, on passe rapidement à la Ligue des Champions, puis on terminera avec un peu de projection. Là, il nous reste 5 grosses minutes d'émission. On peut parler de Balerdi, s'il vous plaît. On n'a pas Allez, vas-y. T'as 20 secondes sur Balerdi, vas-y. Qu'est-ce qu'il est nul. Non, mais franchement, les gars. Non, mais sérieusement, on l'a vu à gauche, on l'a vu à droite. Moi, il y a un truc qui me tient à cœur. C'est que des gens ont dit qu'il a fait un bon match simplement parce qu'il n'a pas été mobilisé. Contre Nice, et je crois que c'était, je sais plus si c'était contre qui l'autre match, t'avais un deuxième match où il a été dans l'axe, et les gens ont dit qu'il avait fait un bon match, dans la position la moins exposée défensivement, et on voit que quand ce gars doit défendre, il ne sait pas faire. D'accord, on voit qu'il ne sait pas faire. C'est catastrophique contre Adam Ounas, qui joue 15 matchs par an, qui est constamment blessé, il s'est fait retourner. Même quand il a été dans l'axe hier contre Francfort, là, mardi contre Francfort, le mec il recule de 15 mètres tout le temps, il pue la trouille, il intervient, c'est jamais dans le bon timing, on lui vend des qualités de relance, il est irrégulier techniquement, il envoie des sacoches, des fois un contrôle sur 4, il les foire, ça part en touche. Enfin, je suis désolé. Au bout d'un moment, les gars, la légende, oui, mais c'est parce qu'il n'est pas dans l'axe qu'il est comme ça. Mais non, c'est que tu ne deviens pas un cotorep parce qu'on te décale de 5 mètres à droite ou 5 mètres à gauche. Gigot, c'est pas son poste. On voit que c'est un défenseur. Allez, je vais caricaturer au maximum. Type Alvaro, d'accord. Mais quand tu le mets sur un côté, il sait quand même défendre avec tous ses défauts. Balerdi, c'est pas le cas. Balerdi, ça fait 3 ou 4 ans qu'il est à l'OM, 3 ans, je crois, 2 ans et demi, 3 ans. Il ne progresse pas. Il fait toujours les mêmes erreurs. Il fait toujours des tacles de rustre, d'accord. Au bout d'un moment, il faut dire stop, monsieur, s'il vous plaît, allez jouer à Bologne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je te rejoins sur la non-progression. Mais voilà, on va pas relancer le débat. Voilà. Je t'avais dit 20 secondes, tu as fait 1 minute. Ça me fait du bien, merci. Il faudrait faire un jingle Balerdi Merwan pour le lancer à chaque émission. Non, les gars, rapidement sur la Ligue des Champions, alors vraiment très rapidement.
On a encore subi une nouvelle désillusion. Alors, on va pas parler du match à Tottenham parce que finalement, le contenu était pas trop mal, mais on a quand même fini avec la défaite. Mais moi, je sais pas vous, les gars, mais moi, je digère pas encore mardi. Là, hein. J'ai pas encore digéré et ça bloque encore. Et il y a toujours ce blocage mental et on n'y arrive pas. Et qu'est-ce qui se passe, les gars? Pourquoi est-ce qu'on va y arriver un jour? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Là, j'ai besoin de bonnes nouvelles. J'ai besoin de relativisme. Je vais entendre Idriss dessus. Ah, moi, c'était oublié 2 minutes après le coup de sifflet final. Hein. Oui, toi et moi, on n'a plus le même non, rapport. Non, je suis plus pareil, moi. Ça y est. Non, moi franchement, en plus, pour ceux qui ont suivi le match sur le Phocéen, j'étais à fond. Parce que j'avais envie d'y croire. Il y avait que 1-0 au final. Donc, allez, on y va. Et ben, coup de sifflet final, tu fais bon, ben, ok, encore une fois. Et du coup, c'est l'avantage de directement faire un après-match. C'est que j'ai beaucoup de gens beaucoup plus énervés que moi autour et que ça m'aide à relativiser. Est-ce qu'il y a un blocage mental, vous pensez? J'en ai aucune idée. Franchement, mais la stat, elle est folle, ce stat. C'est quand même sur une 3e campagne d'affilée où... On va le dire, ça pue, les gars. Je disais au Phocéen, mais je le disais l'année dernière aussi pour les gros matchs, je pense que je l'ai déjà dit ici, que les joueurs de l'OM n'ont pas la carrure pour ce stade. Et que je pense que le stade intimide beaucoup plus les joueurs de l'OM qui ne se sentiraient peut-être pas à la hauteur et peur de se tromper, peur d'en prendre le courroux, plus qu'ils n'intimident les adversaires. Ouais, j'aime bien cette explication. Moi, je suis pas forcément d'accord. En fait, contre Tottenham, il y avait la compo idéale pour Tottenham, c'est-à-dire aller les presser haut et vraiment faire le taf d'abord défensivement avant de penser à l'attaque. Le souci, c'est qu'on a remis à peu près la même compo face à Francfort, où là, tu devais jouer. Là, tu devais les déstabiliser balle au pied, avec des appels, etc. Et là, on n'a pas mis les joueurs pour se créer des situations. C'est surtout, là, le souci pour moi, c'est au niveau de l'animation. Je demande à voir, lors de la double confrontation contre le Sporting, avec des vrais joueurs de ballon devant, des Sanchez, des Under, voire des Haritou, des Payet, ce que tu veux, mais un vrai trio technique pour juger, pour voir si vraiment on est frileux mentalement dans cette compétition ou si c'était vraiment un problème d'animation face à un type précis d'adversaire. Merwan, quelque chose à rajouter sur la Ligue des Champions? Et je te rejoins d'ailleurs, Rama, sur la compo. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord un peu avec les deux. Je suis un peu fatigué avec l'idée que ce serait la Ligue 1 et le fait qu'on n'aurait pas l'effectif pour faire mieux que ça. Je trouve que tu fais des prestations qui sont sous-performantes et ce depuis des années. On ne va pas me faire croire qu'avec l'effectif... Bon, déjà, on ne va pas me faire croire que l'effectif de Francfort est meilleur que celui de l'Olympique de Marseille. On ne va pas me faire croire que la Bundesliga est largement meilleure que la Ligue 1, d'accord ? Et on ne va pas me faire croire non plus que cet effectif est à sa place avec 27 défaites, je crois, en 28 matchs. Je pense que tu peux faire largement mieux, qu'effectivement, il y a un problème qui est mental, il y a un ADN européen qui n'est peut-être plus là, et ça viendra aussi avec la continuité. C'est pas en faisant un podium tous les 3-4 ans que tu vas réussir à avoir une tradition européenne et à pouvoir reconduire des performances. Du moins, il faut sortir un petit peu de cette préparation mentale en disant mercredi, on joue la Ligue des Champions, il faut que je sois bon. Faut se dire, en fait, voilà, à l'OM, il y a la Ligue des Champions et ça fait partie du quotidien du club. Et du coup, derrière les performances, tu vas les répéter parce que tu vas être habitué à ce niveau-là. Là, ce n'est plus le cas. Et c'est vrai que tu as des joueurs qui vont peut-être surpenser les matchs et derrière, ça te donne des prestations un peu insipides comme tu as eu contre Francfort. Moi, je pense qu'il y avait aussi une dimension physique, mais je pense aussi que ça vient aussi de la culture du très haut niveau dans ce club qui est peut-être plus aussi présente qu'avant. Parce qu'il y a largement la place de faire mieux. Je pense que tu transposes exactement le même effectif à l'Ajax, au PSV, à Dortmund, à Séville. Je pense que dans ces clubs-là, c'est une équipe qui peut faire une épopée en Europe, du moins d'aller taper un 8e sexy ou un quart courageux. Ah, mais tu vois, ce qui m'a mis un coup, c'est que le lendemain, tu regardes la journée suivante, le mercredi soir, et tu vois du Salzbourg qui va accrocher Chelsea, tu vois la veille même Bruges qui va gagner 4-0 à Porto, et tu te dis, mais nous... Midtjylland vient de mettre 5-1 à la Lazio, là, d'ailleurs. Oui, voilà, Midtjylland, c'est vrai, Midtjylland qui met 5-1 à la Lazio en Ligue Europa, et toi tu vois, et tu te dis, mais pourquoi nous, on n'arrive pas ça? Il y a un moment historique que je dois aller isoler avant que j'oublie dans la 3e mi-temps du Phocéen, où Romain Hering a un peu eu le même raisonnement que toi, Mathieu. Il commence les débats en disant « Mais pourquoi Lille y arrive et nous non ?» Mais voilà, mais tu vois, les gros noms, ils le disent dans le chat. Ça m'a fait exploser de rire. Lille, ils sortent d'un groupe l'an dernier avec Séville, Wolfsburg et je sais plus qui. Et franchement, c'est pas facile de sortir de ce groupe.
Et voilà, eux, ils y arrivent et toi, non. Et toi, tu arrives et tu te plantes et tu te Il y a plantes. une variable, les gars, vous me dites ce que vous en pensez, c'est une théorie que je mûris depuis un moment. Je me dis aussi qu'il y a une question de statut de club. Je pense que l'OM, c'est pas le premier plan européen, mais c'est pas non plus le quatrième. Et que dans l'esprit des concurrents, on n'est pas assez petit pour qu'ils se relâchent suffisamment pour qu'on aille les taper derrière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord. J'étaye un petit peu pour les auditeurs. Je pense que l'Olympique de Marseille, ça sonne pas assez Karabakh, ça sonne pas assez Midtjylland, ça sonne pas assez Sheriff Tiraspol pour que derrière ça arrive en décontraction et que ce soit plus facile de faire un coup. Je pense que l'OM c'est entre le deuxième et le troisième tableau européen, quatrième si on parle de performance pure, mais que l'aura du club permet que, en fait, les joueurs savent que c'est pas non plus un gros match quand ils viennent à Marseille, mais ils savent que c'est un match où il faut rester un minimum sérieux pour pas se faire piéger. Et que du coup, en fait, ça force l'OM à performer à un niveau qui est pas inatteignable du tout, mais qui est quand même plus haut que ce que doivent atteindre, par exemple, un Sheriff Tiraspol ou un Midtjylland quand ils vont taper des gros Européens. Voilà, c'est ça ma théorie. Un peu le syndrome qu'on a quand on affronte Paris, qui arrive toujours à bloc contre l'OM, Exactement. contrairement à quand ils jouent Nantes ou Reims ou peu importe. Les gars, on va conclure sur ça. Je finirai avec juste le commentaire de Lemaz qui dit laissez le temps à Pablo, il voit la même chose que nous, il va virer les chialeuses. Je suis assez d'accord. Moi j'ai dit les trompettes après le match. J'ai dit on a vraiment un club de trompettes. Et je suis d'accord sur le principe. Seulement si la chialeuse n'a pas le même agent que lui. Oui, après voilà, il faut qu'il y ait des... Voilà, il faut que les agents, les copains s'y retrouvent, exactement. Les gars, merci pour cette émission. C'était chouette de revenir comme ça. Alors, on prévient les auditeurs qui étaient là et ceux qui, enfin, les viewers et les auditeurs qui sont là en podcast aussi. On va pas revenir dans un mois. Hein. Là, il y avait des vacances au milieu, la rentrée, etc. Là, on va essayer de revenir d'ici 2 semaines. Retour de la trêve. Voilà, au retour, voilà, c'est ça, exactement. Parce qu'il y a une trêve là qui arrive. Voilà, c'était exceptionnel cette absence d'un mois. Moi, je suis parti en vacances, Ama aussi. Voilà, c'était plus compliqué de se retrouver, mais on sera là plus souvent, vous inquiétez pas. On remercie Gros Nono, Samir aussi qui était là. Salut Samir, Lemaz, Wakadonga, John Davon, qui j'ai oublié encore, Natelman qui sont là à chaque fois. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, Axel. Super sub aussi. Merci les gars d'avoir été là. C'était très cool. C'était très cool. Merci à tous. Et puis les gars, qu'est-ce que je dois rajouter ou... Non, non, ça va. Pour une fois que j'ai rien à dire, écoute. Ouais, voilà, peut-être. Bien sûr. Avec peut-être des invités. On parlait aussi d'un passe ton ballon spécial Coupe du Monde, ça aura lieu. Oui, non, ça va arriver, c'est sûr. Évidemment. C'est sûr. Là, j'y travaille. T'inquiète. Mais n'hésitez pas, les gars, la commu, pour faire le mec de Twitch. Si vous avez envie qu'on approfondisse, qu'on vous parle d'un truc, d'un sujet, d'une émission, n'hésitez pas à nous en faire part. Parce que c'est vrai que nous, on est très occupés, on a de nouvelles fonctions professionnelles chacun ici, qui fait qu'on a peut-être un peu moins de temps à penser à l'émission. Et donc, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire part, que ce soit sur le compte de Passe ton ballon sur Twitter, en DM, en privé, en public, faites ce que vous voulez. On s'en fout, on est ouvert, c'est votre émission, on l'a fait pour vous et pas pour nous, parce que s'il y avait eu 20 téléchargements par émission depuis 3 ans, ben on n'en serait pas à la 78e ce soir. Donc voilà, c'est aussi pour vous les gars. 78 ? Putain, on va pas taper des 100 cette année. Hein. Oh, tu crois que je vais te laisser faire ça? Écoute-moi, on est à 95 mi-mai, on finit les émissions en juillet, j'en ai rien à foutre. Mais je vais pas jamais de la vie, j'arrête la saison sans 100, t'es malade. Peut-être cette année. Il va falloir qu'on ait un rythme plus soutenu alors. Hein. Ah bah, compte sur moi, écoute. On aura cette discussion à un autre mariage, comme dirait l'autre. Eh ben, écoutez, merci à tous d'avoir été là, merci les gars, et on se retrouve dans quelques jours, dans 2 semaines, allez, je pense. Allez, salut tout le monde. Salut. Marseillais, écoutez l'hymne borétien. Aux collègues, passe ton ballon. Qu'on la mette au fond. Fais-moi un centre, que je le rentre. De la tête ou du pied, le CB va gagner. Passe ton ballon. Qu'on le mette au fond. Voilà, c'est ça les gars. Bien dit, ça.